J'ai fait donc une dépression postpartum il y a maintenant 3 ans à la naissance de mon petit garçon. Je me suis sentie triste immédiatement. Je me souviens d'une fois où la souffrance, elle était vraiment tellement forte que je me suis mise par terre dans le garage et j'ai hurlé. Je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est plus possible, en fait, tu peux plus... Il faut que tu mettes fin à tout ça, quoi. Les antidépresseurs, ça a été ma bouée de sauvetage. Je me suis accrochée à la bouée et même si c'était loin d'être fini, si la tempête était loin d'être terminée, eh ben, au moins, j'étais plus noyée sous les vagues, quoi. Bonsoir à tous, bienvenue. Les antidépresseurs ont révolutionné la prise en charge de la dépression. Pour autant, ils ne constituent pas le remède miracle. Non dénués d'effets secondaires, ils se sont aussi révélés peu efficaces pour traiter certains types de dépression. Alors, dans quel cas les prescrire? Est-ce que leur usage peut s'avérer dangereux? Quelles autres solutions peut-on envisager aujourd'hui pour venir à bout de la dépression? On va voir ça ce soir dans ce nouveau numéro d'Enquête de santé en direct, bien sûr, avec un documentaire suivi d'un débat, une émission qui est réalisée en partenariat avec l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter. Nos invités sont déjà là, ils attendent toutes vos questions pour les poser, pour partager vos témoignages, plusieurs moyens, le 41 555, allodocteur.fr ou hashtag santé F5 si vous tweetez. Je vous retrouve pour notre débat donc en direct après la diffusion du documentaire signé Géraldine Laura, Erwan Thomas, Vincent Ferreira. Quand la dépression attire inexorablement vers le fond, quand l'angoisse ou le désespoir paralyse, les antidépresseurs peuvent-ils être une solution pour rejoindre la rive? Plus de 7 millions de Français consomment ces médicaments chaque année. Les antidépresseurs, ça a été ma bouée de sauvetage. Mais derrière l'image de pilule du bonheur vantée dans les médias, Prozac, le bonheur sur ordonnance. la face cachée des antidépresseurs Prozac. est beaucoup plus sombre. Ma psychiatre m'a prescrit des antidépresseurs, mais je ne voyais aucune évolution. Je ne voyais plus le bout. Je ne voyais plus le bout du tunnel. Ces médicaments seraient trop souvent prescrits à des malades qui n'en auraient pas besoin. Dans les dépressions légères, on n'a pas de médicaments et effectivement, beaucoup de patients se voient prescrire des traitements dans ce cadre-là. Depuis quelques années, on sait que des effets secondaires parfois graves peuvent survenir, ainsi que des difficultés de sevrage. 6 mois ou 1 an après, j'étais incapable de prendre du plaisir sexuel en fait. On a l'impression d'être comme un drogué qui est là dans son lit à trembler. Si on met en balance l'efficacité faible d'un côté et les risques que l'on prend, la question se pose de l'intérêt vraiment de ce traitement en pratique pour la plupart des patients. Aujourd'hui, des équipes testent des substances inattendues, comme des champignons hallucinogènes ou le LSD, qui ouvre la voie vers de nouvelles manières de soigner la dépression. Vous avez vraiment l'impression de voyager à l'intérieur de vous-même. Ça a tout changé. Alors, contre la dépression, doit-on encore utiliser des antidépresseurs ? Emmanuel a été touché par une grave dépression après la naissance de son second enfant, il y a 3 ans. Ça fait quelques jours, quelques semaines que tu es sortie de la maternité et rentrée à la maison avec ton bébé. Pourtant, rien ne se passe comme tu l'aurais souhaité. Pour donner du sens à cette expérience traumatisante, elle poste des vidéos sur les réseaux sociaux à l'intention des mères et des futures mères. Tu n'arrives pas à t'adapter à cette nouvelle vie.
Tu ressens une tristesse intense. Aujourd'hui, elle les alerte sur les premiers signes de la dépression postpartum qui touche 20% de ces femmes. J'ai fait donc une dépression postpartum il y a maintenant 3 ans à la naissance de mon petit garçon. Et je me suis rendu compte en fait qu'on en parlait trop peu, que j'avais moi-même été trop peu informée à ce sujet. Cette dépression est une maladie, au même titre que n'importe quelle autre maladie. Elle a donc besoin d'être diagnostiquée pour que tu puisses être aidé par un médecin. Ce médecin va certainement te proposer dans un premier temps de prendre des antidépresseurs. N'aie pas peur de ce traitement. La dépression d'Emmanuelle s'est manifestée quelques heures seulement après son accouchement. Je me suis sentie triste immédiatement. Quelques heures après, déjà, j'étais triste. C'est plein d'émotions positives, négatives, mélangées, je pense, qui ont fait que j'ai retrouvé dans cet état-là, à ce moment-là. Ouais, là, c'était avec mes 2 enfants. Et c'est vrai que je souriais pour la photo, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue. Maman était très fatiguée. Je te raconterai. Je te raconterai ce qui s'est passé. Ouais, je lui raconte. Oh, j'ai envie de pleurer, pardon. Je le raconterai un jour. De retour à la maison, l'état d'Emmanuelle s'aggrave et des pensées suicidaires apparaissent. Je me souviens d'une fois où la souffrance, elle était vraiment tellement forte que je me suis mise par terre dans le garage et j'ai hurlé, j'ai crié, j'avais vraiment l'impression d'avoir mon ventre, comme si c'était dans la chair, vraiment dans les tripes, d'une souffrance absolument inexplicable, où je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est plus possible, en fait, tu peux plus... il faut que tu mettes fin à tout ça, quoi. J'étais désespéré, parce que je voyais pas l'issue. Je me dis combien de temps ça va durer, quels sont les moyens qui seront mis en place justement pour l'aider. 10 jours après son accouchement, Emmanuelle prend rendez-vous dans une unité mère-enfant, où une psychiatre lui prescrit des antidépresseurs. La première prise, je me souviendrai toute ma vie, tu m'as pris la main et tu m'as dit « ça y est, on va s'en sortir ». Les premiers effets du médicament se manifestent après 1 mois de traitement. Je commençais à retrouver un peu d'intérêt pour des choses qui avant n'avaient plus, qui n'existaient même plus en fait. Les antidépresseurs, ça a été ma bouée de sauvetage. Je me suis accrochée à la bouée et même si c'était loin d'être fini, si la tempête était loin d'être terminée, eh ben au moins j'étais plus noyée sous les vagues, quoi. J'avais la tête hors de l'eau et je pouvais me laisser un peu bercer par les vagues sur ma bouée pour reprendre des forces, reprendre de l'énergie. Bonjour les cocottes! Bonjour les cocottes! Grâce aux antidépresseurs et à un suivi médical, Emmanuelle a repris lentement goût à la vie. Waouh! Super! Elle a retrouvé son rôle de mère auprès de Maëlle, sa fille aînée, et avec Loïs, son fils, le lien s'est tissé naturellement au fil des jours. Regarde, mais il n'y en a plus. Il n'a pas voulu mettre ses bottes. Aujourd'hui, 3 ans après sa dépression postpartum, Emmanuelle est toujours sous antidépresseurs. Pour moi, les antidépresseurs, ça a vraiment été quelque chose de positif dans ma vie. Ça a été une grande aide. Sans eux, je ne serais peut-être pas là pour parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ça va plutôt bien. Je me sens bien avec mes enfants, je me sens bien moi-même. Allez, vas-y, encore! Après, je pense que je garde quand même une certaine fragilité émotionnelle, psychologique peut-être. On ne sort pas indemne de quelque chose de si profond. Mais aujourd'hui, je suis heureuse avec ma famille, mon mari, mes enfants. Donne les mains à Maëlle. Mes enfants sont les amours de ma vie.
Parfois, les dépressions sont mal diagnostiquées et un traitement inadapté à base d'anxiolytiques est mis en place. C'est ce qui est arrivé à Laurence. En 2016, alors qu'elle était salariée du diocèse de Cambrai, cette mère de famille a fait un burn-out. Je voulais pas que ça m'arrive. Je voulais pas. J'avais des projets, des envies. J'ai eu un arrêt de travail, puis j'ai repris. Puis quand j'ai repris, ça a recommencé. Je suis retournée voir mon médecin et là, j'ai eu une prescription d'anxiolytique. Pour calmer son anxiété, son médecin lui a prescrit un anxiolytique de la famille des benzodiazépines. Alors quand j'ai commencé à prendre l'anxiolytique, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Notamment, il m'arrivait régulièrement de me sentir instable, comme si j'étais sur un bateau. Et je prenais l'anxiolytique, d'ailleurs j'en avais toujours un dans ma poche au cas où, que je prenais à la demande, et ça calmait dans les minutes qui suivaient. Donc ça marche très très bien. C'est un peu magique et vous vous dites, bon c'est cool, j'ai trouvé le médicament qui va me permettre de me sentir mieux. Mais au bout de plusieurs mois de traitement, sans prévenir, des vagues d'angoisse ont commencé à submerger Laurence. J'ai eu des attaques de panique au volant, je me souviens une fois. J'avais été manger chez ma mère et dans l'après-midi, j'avais prévu d'aller faire un peu de shopping. Et puis sur la route du centre commercial, je me suis sentie hyper mal. D'abord, j'ai cru que je faisais un AVC. J'ai eu des tremblements au niveau de la bouche. J'ai eu des problèmes visuels, je voyais plus clair, tout était flou. Et j'avais l'impression que j'allais mourir. Et je suis allée aux urgences. Et aux urgences, ils n'ont rien trouvé. Je l'ai eu 2 fois, ça, et ça a été affreux, atroce. Ces prescriptions d'anxiolytiques ne sont plus assez efficaces pour éviter les attaques de panique. Et malgré ces 3 cachets quotidiens, Laurence ressent le besoin d'augmenter ses doses. Le manque est arrivé au bout de quelques mois d'utilisation. J'avais ressenti le besoin d'en reprendre. À 11 h, je ressentais du manque. À 16 h, je ressentais du manque. Le traitement anxiolytique de Laurence n'est plus adapté, car son burn-out et ses crises d'angoisse masquaient en réalité une dépression. Aujourd'hui, grâce à un traitement antidépresseur, son anxiété a diminué et ses attaques de panique ont disparu. Le problème, c'est que beaucoup de patients qui devraient relever d'un traitement antidépresseur se voient prescrire des anxiolytiques, qui sont des traitements qui ne sont pas du tout adaptés pour soigner la dépression. Ce sont des traitements symptomatiques qui vont calmer pendant quelques temps, mais qui ne vont jamais traiter véritablement le noyau de la dépression. Comme Laurence et Emmanuel, 7 millions de Français ont pris des antidépresseurs en 2021. Mais comment ces médicaments mis sur le marché il y a seulement 30 ans se sont-ils imposés comme la solution contre la dépression? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Jusqu'aux années 1950, il n'existait aucun traitement spécifique pour les malades dépressifs, qualifiés à l'époque de mélancoliques. Mais en 1958, le psychiatre américain Nathan Kline est alerté par ses collègues. Un médicament antituberculeux aurait des effets inattendus sur leurs malades. Les médecins qui traitaient ces patients-là s'apercevaient d'euphorie particulière chez certains patients. Et du coup, de ce fait, ils se sont dit, mais si on l'utilisait chez des patients mélancoliques. Au même moment, en Suisse, le docteur Roland Kuhn décide de tester sur ses patients un médicament contre l'allergie. On voulait l'utiliser dans la schizophrénie. On s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Mais un médecin, à l'époque, a voulu l'essayer dans des dépressions mélancoliques très, très sévères avec ce qu'on appelait des caractéristiques psychotiques et s'est aperçu que ça marchait de façon extraordinaire. Mais ces traitements s'accompagnent d'effets secondaires très lourds. Ils restent donc prescrits par les psychiatres aux malades les plus sévères. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais convaincus du potentiel de ces médicaments, pendant 30 ans,
l'industrie pharmaceutique va tout faire pour limiter leurs effets indésirables, avec un objectif, les rendre accessibles au plus grand nombre. Et c'est chose faite en 1987. Prozac. Il fait l'objet de toutes les attentions. Très vite baptisé pilule du bonheur, le Prozac devient un véritable phénomène de société. Cet antidépresseur est rapidement devenu le médicament phare des années 90 en offrant une aide réelle aux personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. Aucun médicament ne fonctionne aussi bien. Aucun médicament ne m'a autant aidé que le Prozac. Commercialisée 2 ans plus tard en France, la pilule verte et blanche s'invite même sur les plateaux de télévision. Voici la dernière manifestation de cette vogue. Vous voyez ce livre, gros best-seller en Amérique, Prozac, le bonheur sur ordonnance. Ce nouveau médicament est un succès commercial. Les ventes d'antidépresseurs vont doubler en 10 ans. Aujourd'hui, il existe une trentaine d'antidépresseurs sur le marché. Et tous ces médicaments ont le même mode d'action. Dans le cerveau, ils vont agir sur un messager chimique, la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel dans les sensations de plaisir et de bonheur et qui permet le passage de l'information entre les neurones. En temps normal, une partie de l'information véhiculée par la sérotonine est transmise au neurone suivant et une partie est recapturée par le premier neurone. Le médicament va empêcher cette recapture et augmenter ainsi le taux de sérotonine entre les neurones. C'est ce mécanisme qui permettrait d'améliorer l'humeur des patients. Les firmes pharmaceutiques affirment que ces nouveaux antidépresseurs ont peu d'effets indésirables. Les médecins généralistes sont conquis, ils pensent avoir enfin à leur disposition la pilule miracle pour soulager la souffrance de leurs patients. C'était tout à fait libérant pour un prescripteur qui avait envie de se dire je peux prescrire un médicament qui n'a pas d'effet indésirable, ça tombe très bien. En plus, on me dit qu'il marche sur la dépression, donc je vais le prescrire plus facilement à mes patients déprimés. Et en fait, petit à petit, alors qu'on soignait les patients déprimés les plus gravement atteints, à l'époque on parlait plutôt de mélancolie, on s'est mis petit à petit à soigner des dépressions plus légères, ce qu'on appelle maintenant des dépressions légères à modérées. Et donc ça a étendu le champ des patients qu'on pouvait traiter avec des antidépresseurs. Plus de patients traités, plus de profit pour les laboratoires. Mais en pratique, comment les médecins utilisent-ils ces nouveaux médicaments ? « 80% des antidépresseurs sont prescrits par des médecins généralistes, comme le docteur Jean-Benoît Chenic. Aujourd'hui, il reçoit Laurence, une patiente qu'il connaît bien. Bonjour. En 2021, elle s'est battue contre un cancer du sein. Mais une fois guérie, elle a sombré dans une profonde dépression. Aujourd'hui, elle vient pour le renouvellement de son antidépresseur. Bon, quelle nouvelle? Dans les chaussettes, les nouvelles. Dans les chaussettes? Ah oui. Ouais. On a changé de médicament il n'y a pas très longtemps. Ça fait pratiquement pile poil 2 mois. Hein, puisque le médicament auparavant qu'on avait donné ne marchait pas. Et alors, ça s'est dit bien quand même, parce que ça a été dur quand même. Très compliqué, ça dépend des moments. Après 9 mois de traitement et l'essai de 2 antidépresseurs différents, l'état de Laurence reste très fragile. Et il y a peut-être un petit peu d'amélioration vu que je prends ce médicament-là, mais c'est pas le top. Ça dépend les jours, ça dépend ce qui me tombe sur la tête le matin ou au niveau du boulot, au niveau de la famille, mais j'ai encore du mal. Mais je suis tombée très bas et c'est dur à remonter la pente, quoi. Et pour ça, il va falloir que je me prenne en main et que j'y arrive, quoi. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Tu te bousilles la santé, tu te bousilles la tête. On ne peut pas.
difficile de savoir si un antidépresseur va fonctionner. Alors, les médecins adaptent leur prescription à l'état de leurs patients. On a erré un petit peu avec mon traitement qui marchait moyen. On a changé de molécule parce qu'en revoyant la patiente, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de bénéfices. C'est bien de ne pas avoir de risque, mais on préfère aussi quand même avoir un bénéfice. Donc on change de molécule. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On voit si ça marche. Si on a un peu de chance, et le patient et moi, ça marche. Et puis si on n'a pas de chance, ça ne marche pas. Et là, ça commence à poser des problèmes parce que plus une dépression est longue, plus elle s'enferme dedans et plus c'est difficile de s'en sortir. L'action des antidépresseurs n'est-elle qu'une histoire de chance? Que sait-on finalement de l'efficacité de ces médicaments? Depuis 30 ans et la mise sur le marché de ces traitements, la question fait polémique. Car la belle histoire que les laboratoires ont voulu vendre pendant des décennies est assez éloignée de la réalité. Dans les années 90, aucune instance indépendante ne contrôlait les essais menés par les firmes pharmaceutiques. Elles choisissaient donc de publier dans les revues médicales de référence uniquement les essais favorables à leurs médicaments. Les résultats défavorables, qui par exemple pointaient une faible efficacité ou des effets indésirables, étaient souvent passés sous silence. C'est ce que l'on appelle les biais de publication. Et il aura fallu attendre 20 ans avant que ce tour de passe-passe ne soit découvert par des chercheurs indépendants. En 2008, une étude fait l'effet d'une bombe. Elle révèle pour la première fois que l'efficacité des antidépresseurs passait de 94% selon les études publiées à seulement 51% si l'on y ajoutait les études non publiées. Depuis, les études indépendantes se sont multipliées. La dernière en date revoit même encore à la baisse l'efficacité des antidépresseurs. Elle ne serait plus de 51%, mais seulement, en moyenne, de 15%. C'est sûr que les firmes qui commercialisent ces médicaments ont tout à gagner au fait qu'on surestime l'efficacité. Et cette manière de présenter, de voir ou d'entendre les choses fait que du coup, il y a probablement une utilisation au-dessus de ce qui est juste et une prescription au-delà de ce qui est juste. Aujourd'hui, les autorités sanitaires recommandent l'utilisation des antidépresseurs uniquement pour les dépressions les plus graves. À partir du moment où un patient est déprimé, il reçoit un traitement antidépresseur. Ça, c'est une très mauvaise option. Dans les dépressions légères, on n'a pas de médicaments. Et effectivement, beaucoup de patients se voient prescrire des traitements dans ce cadre-là. L'indication d'un traitement antidépresseur est indiscutable dans les degrés de sévérité importants de la dépression, donc dans la dépression sévère. Quand on est vraiment au fond du lit, incapable de se lever, qu'on s'alimente plus ou qu'on n'a plus envie de rien, là, il faut absolument l'aide d'un traitement médicamenteux antidépresseur. Mais l'évaluation du degré de sévérité d'une dépression peut varier d'un médecin à l'autre. Je pense que si vous demandez à plusieurs médecins généralistes, y compris si vous demandez à des psychiatres, tout le monde ne va pas être d'accord sur est-ce que ce patient ou cette patiente est déprimé, et si oui, est-ce qu'il est déprimé léger, modéré ou sévère. Et donc ça veut dire que même s'il y a des recommandations qui sont relativement simples, en pratique, le glissement vers la prescription d'antidépresseurs est assez rapide. Les antidépresseurs sont donc trop souvent prescrits pour des dépressions légères et modérées. Une réalité d'autant plus inquiétante que ces traitements peuvent entraîner de nombreux effets secondaires. Insomnie, prise de poids, mais aussi troubles digestifs, sexuels ou encore des complications cardiaques. Si on met en balance l'efficacité faible d'un côté et les risques que l'on prend, la question se pose de l'intérêt vraiment de ce traitement en pratique pour la plupart des patients. Et là, il y a une discussion à avoir avec le patient pour qu'il soit bien clair des bénéfices à attendre, qui sont faibles, et des risques qu'il prend, parce que c'est lui qui va le prendre, le traitement.
Parmi les antidépresseurs, certains exposent à plus de risques graves que d'autres, sans avoir de meilleure efficacité. Chaque année, la revue indépendante Prescrire publie la liste de ces médicaments qu'elle conseille d'écarter pour mieux soigner. Des antidépresseurs consommés par plus de 2 millions de patients. Dans les antidépresseurs qui sont plus dangereux qu'utiles, il y a le citalopram et l'escitalopram qui ont pas plus d'efficacité sur les symptômes dépressifs que les autres antidépresseurs, mais qui par contre exposent très clairement à des risques cardiaques plus importants. Il y a d'autres médicaments dans cette liste, d'autres antidépresseurs. Il y a par exemple la venlafaxine, qui a aussi des effets cardiaques graves, et d'autres effets qui font que là encore, les risques sont plus importants qu'avec d'autres antidépresseurs, pour des bénéfices qui ne sont pas meilleurs qu'avec d'autres antidépresseurs. Donc il n'y a aucune justification à donner ces médicaments. Les effets indésirables des antidépresseurs sont nombreux et la reconnaissance de certains d'entre eux est très récente. C'est le cas du syndrome dont souffre Adrien. Il a préféré garder l'anonymat et son prénom a été modifié. En 2015, son médecin lui a prescrit des antidépresseurs pour soigner une dépression et des difficultés de concentration. Mais dès les premières prises, des effets secondaires sexuels sont apparus. Je ne pouvais plus avoir d'érection, j'avais plus de désir sexuel et mes parties génitales étaient désensibilisées. Je me disais, bon, c'est un sacrifice à faire pendant une certaine période pour que j'aille mieux après dans le futur. Au bout de 6 mois, il décide d'arrêter son traitement qui ne lui apportait aucune amélioration. Je m'attendais à ce que tous les effets secondaires repartent directement. Et puis, premier jour d'arrêt, tous les effets secondaires étaient encore là. Deuxième jour aussi. Et là, je m'étais dit, bon, je vais encore attendre 3-4 jours, le temps que le médicament soit vraiment parti de mon organisme et que j'en fonctionne normalement. Et une semaine après, toujours rien, 10 jours non plus. Et là, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Et puis 6 mois ou 1 an après, j'étais de nouveau capable d'avoir une érection, mais j'étais incapable de prendre du plaisir sexuel, en fait. Et pendant 2 ans, ça a vraiment eu un impact très lourd, très négatif sur ma qualité de vie. Selon ses médecins, c'est la dépression qui est à l'origine de cette perte de plaisir. Une explication qui ne le convainc pas. Je me suis mis à faire des recherches de mon côté. Et je trouvais ça très bizarre parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la dépression sur Internet et je n'avais trouvé aucune information comme quoi la dépression pouvait avoir des effets secondaires aussi lourds comme moi je les ressentais et surtout à un jeune âge parce que j'avais moins de 30 ans à l'époque. Finalement, 4 ans après l'arrêt des antidépresseurs, il découvre dans un quotidien anglais le témoignage d'un homme qui relate une histoire très similaire à la sienne. À la fin de l'article, la personne donne le nom de la maladie en question, qui est le PSSD. Et puis après, j'ai fait des recherches sur ce que c'est que le PSSD, et c'est là où j'ai tout compris, en fait. Le PSSD, ou syndrome de dysfonction sexuelle post-antidépresseur. Ce syndrome est reconnu par l'Agence européenne du médicament depuis 2019 seulement. Il recouvre des symptômes plus larges que ceux d'Adrien. Les symptômes les plus courants sont une diminution de la sensibilité de la zone génitale, comme si c'était devenu plus endormi. Une anédonie, une perte d'émotivité, on devient comme non émotif. Il y a aussi des difficultés de libido, manque d'envie, difficulté à atteindre du plaisir, avec une sorte d'excitation sexuelle qui a du mal à monter, puis elle redescend très très vite. Ce sont les principaux symptômes. Au début, j'ai trouvé des dizaines d'autres histoires, donc je me dis, ah oui, il n'y a quand même pas que moi. Puis les dizaines sont devenues des centaines, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des communautés avec des milliers de personnes. Impossible de savoir combien de personnes sont touchées par le PSSD. Mais ces derniers mois, les victimes sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mots pour décrire l'impact que ça a sur moi. Tu ne peux pas sortir avec des filles, tu ne peux pas t'imaginer en couple. C'est tellement pire que ce que je ressentais dans ma vie avant de prendre ce médicament. Je ressens les sentiments les plus tristes, mais je n'arrive pas à ressentir les bons. C'est comme si toute la magie de la vie avait disparu. Je me sens comme un fantôme dans ma propre vie. Les malades les plus graves témoignent du désespoir provoqué par l'anédonie, cette perte de plaisir,
d'émotions et de sensations. La plupart partagent aussi l'incompréhension du corps médical face à leurs symptômes. Dans l'esprit médical, c'est on a arrêté le traitement. Donc, il n'y a plus la molécule dans le corps. Donc, ce n'est pas possible que ce soit la molécule qui soit à l'origine des symptômes que cette personne me rapporte. Et donc, il a fallu qu'il y ait des études et il a fallu que des agences de médicaments le reconnaissent pour que maintenant on se dise « Attention, ces symptômes-là peuvent survenir après l'arrêt du médicament ». À l'heure actuelle, l'origine du PSSD reste inconnue. On pense qu'il y a des phénomènes d'épigénétique, de prédisposition personnelle qui font qu'on va développer ce syndrome. On pense aussi qu'il y a le niveau initial de sérotonine, dopamine. C'est-à-dire au moment où j'ai pris ce traitement, quel était mon taux personnel intracérébral et mon fonctionnement personnel intracérébral de sérotonine. Parce que les études nous montrent que c'est surtout les changements dans le cerveau, dans le liquide céphalorachidien et même intracérébral, ce sont ces changements-là qui sont à l'origine du syndrome. Or ça, on ne sait pas de nos jours le doser. En tout cas, chez l'être humain, c'est très compliqué de faire ce type d'examen. Quand j'ai vraiment découvert ce qu'était le PSSD, j'ai découvert que beaucoup de gens souffraient pendant 5, 10, 15 ans, voire plus, sans que ça ne revienne jamais et qu'il n'y avait pas de traitement non plus. Pour moi, dans ma vie, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est vraiment... c'est la décision que j'ai prise dans ma vie que je regrette le plus. Et oui, si j'avais plus le PSSD, je pense que je vivrais ma vie différemment. Oui. Si les effets secondaires des antidépresseurs sont de mieux en mieux identifiés, ce n'est pas la seule avancée dans la connaissance de ces médicaments. Contrairement à ce que les médecins ont longtemps cru, des problèmes de sevrage peuvent aussi apparaître à l'arrêt des traitements. Quand on a pris un traitement antidépresseur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme ça doit être le cas, eh bien, si on arrête brutalement son traitement, on va déclencher des phénomènes de sevrage. On va être en manque de la molécule et c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Hélène en a fait l'amère expérience en 2017. Après 1 an de traitement à la suite d'un burn-out, comme de nombreux patients, elle décide d'arrêter ses antidépresseurs sans en parler à son médecin. 25 juillet, toujours pas de médoc et je repars dans les tours. Je crois que je ne peux plus vivre sans, je fais n'importe quoi. À l'époque, elle recense tous ses symptômes dans des carnets. 21 janvier, ça ne va pas, je n'arrête pas de pleurer pour un rien, je reprends les médicaments. 26 janvier, ça va mieux, ras-le-bol de toujours avoir besoin de ces traitements. Je n'en peux plus de ces tentatives d'arrêter et de recommencer. Tremblements, maux de tête, fatigue extrême, troubles du sommeil. Hélène vit un cauchemar. On a l'impression d'être comme un drogué. J'ai eu des hallucinations un petit peu. Dès que j'étais en mouvement, j'avais l'impression d'entendre le cartilage entre mes vertèbres qui, dès que je me déplaçais, en fait, j'entendais, mais comme si c'était devant moi. Bien évidemment, des idées très noires avec la sensation qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on ne va jamais y arriver, que ça ne sert à rien, que voilà. Plusieurs fois, Hélène a pensé qu'elle rechutait et elle a finalement décidé de reprendre son traitement. Après plusieurs tentatives d'arrêt brutal, elle s'est résolue à demander de l'aide à son psychiatre. Je souhaitais qu'on revienne sur l'arrêt du traitement que vous avez eu. Vous vous en souvenez? Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez me reparler un petit peu de ce qui s'est passé, de ce que vous avez ressenti? En fait, vous m'avez accompagnée et si j'ai bien souvenir, on avait des rendez-vous très rapprochés pour que vous puissiez m'accompagner, et me rassurer et puis que je puisse, moi, vous dire ce qui n'allait pas. Comme Hélène, 45% des patients souffrent d'un syndrome de sevrage, parfois grave. Dans les phénomènes de sevrage, il faut se mettre dans une situation où finalement, on a augmenté la concentration de neurotransmetteurs pendant des mois et donc le cerveau s'est habitué à ce bain de sérotonine. Et donc si j'arrête d'emblée mon antidépresseur, eh bien, je ne vais plus avoir autant de sérotonine et mes récepteurs qui étaient à la surface vont être en manque de la molécule. C'est ça le phénomène de sevrage. Il va falloir quelques temps à nouveau pour que le cerveau se réhabitue et du coup reprenne son état d'équilibre de départ. Le médecin d'Hélène l'a rassurée et lui a expliqué comment ne pas confondre symptômes de sevrage et rechute de la dépression. Pour faire la différence entre une rechute et un syndrome de sevrage, c'est que la réaugmentation de la posologie permet une rémission des symptômes assez rapide, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une rechute. Le médecin d'Hélène l'a accompagnée dans une diminution de ses doses par palier. Certains antidépresseurs sont plus difficiles que d'autres à arrêter et pour Hélène, le sevrage aura duré 1 an et demi. L'important, c'est de bien entendre que cette diminution, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps et que ça va être proportionnel à la durée de la prise de son traitement. On peut toujours se sevrer d'un antidépresseur. C'est juste que ça prend du temps. Avec une efficacité modérée, des effets indésirables parfois graves et des syndromes de sevrage, la face cachée des antidépresseurs est bien éloignée de l'image de la pilule du bonheur promise dans les années 90. Aujourd'hui, les spécialistes considèrent que 30% des dépressions sont résistantes aux antidépresseurs. Des échecs qui laissent les patients dans un grand désarroi. Mais ces dernières années, des alternatives étonnantes proposées en France et à l'étranger pourraient bien changer leur vie. Infirmière, puis cadre de santé en hôpital psychiatrique, toute sa vie, Virginie s'est occupée des autres. Mais depuis 2018, c'est à son tour de se faire soigner. Victime de harcèlement moral au sein de son service, elle a sombré dans une profonde dépression. Ça a débuté par une baisse de morale très importante, avec des épisodes de larmes, de pleurs très répétés, bien sûr des idées noires, des idées morbides, envie de passage à l'acte. Ma psychiatre m'a prescrit des antidépresseurs, mais je ne voyais aucune évolution. Pendant 4 ans, Virginie aura essayé près d'une dizaine de traitements, sans succès. Je voyais plus le bout. Je voyais plus le bout du tunnel. Ouais. Sa psychiatre la dirige alors vers le centre expert de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. L'équipe lui propose un médicament récemment autorisé contre la dépression résistante, l'eskétamine. Il s'agit d'un dérivé de la kétamine, un psychotrope utilisé d'habitude comme anesthésique par les vétérinaires et apprécié depuis longtemps de manière récréative pour ses propriétés hallucinogènes. C'est récemment, dans les années 90, que l'on a découvert ses qualités d'antidépresseur. Bonjour Sandra. Allez, on va prendre la température. Virginie connaît toute l'équipe. Elle vient ici régulièrement depuis 8 mois, car ce traitement est administré uniquement à l'hôpital, sous surveillance médicale. En fait, j'amène des plaids pour être confortablement installée. Un des risques de l'eskétamine est une hausse de la pression artérielle. La tension de Virginie doit donc être la plus basse possible avant la première prise. Alors, bon, il va falloir attendre un petit peu.
l'eskétamine se présente sous forme de spray nasal. Virginie aura droit à 3 pulvérisations, espacées chacune de 5 minutes. Et oui, il y avait le retard du taxi, ça m'a un peu stressée. Ça baissait un petit peu. Ouais, On n'arrivera pas en dessous. Hein. Ouais. Et oui. Allez. Comme les antidépresseurs, l'eskétamine agit au niveau cérébral. Sa propriété est de favoriser de nouvelles connexions neuronales et de modifier l'état de conscience. Au fur et à mesure, je commence à être un petit peu en retrait, à m'éloigner de la réalité. Il y a un sentiment de plénitude. Ça, c'est à chaque fois. Je me sens bien détendue, je me sens voilà, sereine, bien installée. Non, je suis bien. La séance va durer 45 minutes. Aux côtés de Virginie, une infirmière surveille l'apparition de possibles effets indésirables. Un patient sur 4 se plaint de maux de tête, de vertiges ou décrit encore des phénomènes de déréalisation. C'est une modification des perceptions qu'on peut avoir. On n'entend plus les sons de la même façon. On ne perçoit plus la salle de soins de la même façon. On peut même avoir l'impression de ne plus être là ou d'être là sans être là, de plus tellement perdre un peu la notion du temps et de même avoir des impressions de sortir de son corps. C'est un phénomène qui est tout à fait transitoire, qui va apparaître peut-être dans la demi-heure qui suit l'administration, disparaître totalement dans l'heure qui suit et qui est loin d'être vécu de façon négative par les patients. Selon une étude conduite par le laboratoire qui commercialise l'eskétamine, cette dernière diminuerait les symptômes dépressifs chez 70% des malades. Virginie, elle, après 4 ans de souffrance, a enfin trouvé un traitement contre sa dépression. Ses pensées négatives, qui étaient devenues obsédantes, sont maintenant derrière elle. Alors ce traitement m'a permis juste de reprendre une vie normale, de retrouver un bien-être au quotidien, de redonner du sens à mes journées, pouvoir revivre. Ça a été fabuleux. Vraiment, pour moi, c'est... je ne vais pas parler de miracle, mais vraiment, ça a été une renaissance. Seuls quelques milliers de patients en échec thérapeutique ont pu bénéficier de la kétamine, qui est autorisée en France depuis 2019. Les psychiatres espèrent maintenant pouvoir développer cette nouvelle arme contre la dépression. Il faut le voir quand même comme une chance, parce qu'il y a très peu de nouveaux médicaments, nous, en psychiatrie. Et pourtant, la dépression et la dépression résistante, c'est un énorme problème. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur positionnement de cette molécule dans les soins, dans des soins courants, quoi. Un traitement qui suscite beaucoup d'espoir chez les médecins et les malades. Mais certains chercheurs pointent du doigt la faiblesse des études cliniques qui ont permis sa mise sur le marché. On est un peu dans toujours le même mécanisme. C'est magnifique, c'est super. Bon, attendons d'avoir des essais de bonne qualité, qui durent longtemps, qui montrent un effet cliniquement pertinent et dont les risques sont surtout connus. Parce que là, on est en train de prendre des traitements de plus en plus, peut-être de plus en plus puissants sur le plan cérébral. Moi, je ne conseillerais vraiment pas de se précipiter sur ces traitements pour le moment, quoi. Pour les mêmes raisons que les antidépresseurs, c'était la même chose avec le Prozac il y a 30 ans. Contre les dépressions résistantes, quelques rares pays comme la Suisse explorent de nouvelles pistes encore plus surprenantes, celles des psychédéliques comme le LSD ou les champignons hallucinogènes. Très à la mode dans les années 60, puis prohibées dans les années 70, ces substances reviennent en force, mais dans un cadre très précis, celui de la psychothérapie assistée par psychédéliques. À Genève, cette prise en charge est proposée depuis 3 ans, mais uniquement aux citoyens suisses. L'utilisation médicale de ces substances est strictement encadrée. Est-ce qu'on a assez de substances pour jusqu'à la fin de l'année alors Oh oui. Donc là, on a la psilocybine,
La psilocybine est le principe actif de certains champignons hallucinogènes. Chaque flacon est donc relié à une feuille de gestion où on doit avoir le nom du patient, sa date de naissance, la dose administrée et c'est avisé. Le LSD, où là par contre on est dans des fioles. Ici, on est loin d'une utilisation récréative de ces substances. À raison de 3 prises par an maximum, elles sont proposées uniquement dans le cadre d'une psychothérapie afin d'en augmenter les effets. La substance psychédélique, elle amplifie les processus qui sont déjà en cours lors de la psychothérapie normale. C'est-à-dire, par exemple, la capacité que le patient a de raisonner, de ressentir ses propres émotions. La prise du psychédélique se déroule dans un environnement sécurisant pour le patient. Et là, effectivement, on a une pièce où la personne peut s'allonger. Et effectivement, elle a la possibilité de mettre un masque sous les yeux. Et puis, on propose à la personne d'amener sa propre musique ou bien on leur donne une musique qu'on leur prépare s'ils le souhaitent. Et elle reste là entre 8h et 10h. Elle est toujours accompagnée par un soignant qui est présent. Ça peut être un médecin, un infirmier ou un psychologue. L'idée, c'est vraiment de donner à la personne le sentiment qu'elle est bien encadrée et qu'on est là pour elle et qu'elle peut vraiment être sûre de pouvoir vivre son expérience en liberté et autonomie. Cette prise en charge est déconseillée pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires ou encore de problèmes cardiaques ou d'épilepsie. Augustine a commencé sa psychothérapie depuis 6 mois. À 36 ans, elle souffre d'une forte anxiété, de dépression et d'addiction résistante aux traitements classiques. Donc j'ai vraiment essayé toute une gamme de médicaments. Et au bout de 15 ans, je ne voyais plus de progrès. Donc non seulement je ne voyais plus de progrès psychologique, mais en plus j'étais devenue accro aux médicaments. Donc je ne pouvais plus m'en passer et je devais augmenter les doses. Donc j'étais à un stade de blocage. Augustine a déjà suivi une vingtaine de séances de psychothérapie et 2 sessions de prise de LSD. Ça a tout changé. Ça m'a fait du bien parce que c'est une substance très puissante, donc elle va réveiller des choses difficiles en vous qui souvent étaient inconscientes ou que vous n'aviez pas forcément le courage de regarder en face. Et ça peut provoquer des tremblements, des larmes, de l'angoisse et vous transpirez beaucoup, donc c'est très fort. C'est des expériences très intenses qui peuvent être aussi très douloureuses parce que du coup, on va pouvoir, comme en psychothérapie d'ailleurs, toucher à des enjeux très, très sensibles aussi de notre propre vécu. C'est pour ça, c'est hyper important de faire ça de manière encadrée. Si on prend une substance psychédélique dans un contexte récréatif, cette expérience-là peut être retraumatisante. Votre esprit est tantôt dans le passé, tantôt dans le présent, tantôt dans le futur, tantôt le temps est un peu différent. Et du coup, vous avez vraiment l'impression de voyager à l'intérieur de vous-même. Dans les psychédéliques, on augmente la capacité du cerveau à recréer de nouvelles connexions. Ce qui se passe, c'est que les aires qui, notamment, normalement, communiquent pas beaucoup entre elles, elles commencent à communiquer d'une manière qui est complètement différente d'un état de conscience normal. Ça amène effectivement à tous ces effets psychologiques au niveau des hallucinations, de la possibilité de créer des associations mentales et cognitives très larges. Après chaque prise de psychédélique, une séance de psychothérapie a permis à Augustine d'intégrer ces modifications de perception. Moi, j'avais de la peine à me connecter à mes émotions. Donc j'étais vraiment coupée de mon corps et le psychédélique m'a aidée à me reconnecter et à sentir mes émotions. Et ensuite, donc en thérapie, on a travaillé sur ça, sur le fait que j'ai ressenti beaucoup d'émotions et
comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, comment les accepter, et comment ensuite, dans la vie réelle, plus tard, faire le même travail. Donc c'est assez subtil. Ce ne sont pas des changements radicaux comme « oh, j'ai un nouveau travail, j'ai un nouveau mari ». Ce sont plutôt des changements intérieurs, subtils, et où vous observez que vous vous sentez mieux. Cette nouvelle prise en charge est encore en cours d'évaluation. Les premiers résultats sont prometteurs, mais aucune étude de grande ampleur n'a encore été réalisée. Les psychédéliques vont-ils sonner le glas des antidépresseurs? C'est en tout cas ce que laissent penser les firmes pharmaceutiques qui investissent largement dans ces nouveaux traitements. À moins que la solution contre la dépression ne soit à chercher du côté des prises en charge non médicamenteuses. Car plus la médecine progresse dans la connaissance de cette maladie aux multiples facettes, plus de nouvelles voies de recherche apparaissent. Activité physique, alimentation, méditation de pleine conscience, des pistes de traitement étonnantes par leur simplicité voient le jour depuis quelques années. Et dans les dépressions les moins sévères, certaines ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Merci beaucoup de nous retrouver pour ce plateau en direct. On vient de l'entendre, il y a des prises en charge non médicamenteuses de la dépression. On va bien sûr y revenir, mais d'abord prendre des questions sur ces antidépresseurs parce qu'on en a énormément. Pour y répondre, je suis avec le docteur Christine Barrois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, spécialiste de la dépression. Vous utilisez la méditation comme outil thérapeutique avec vos patients depuis déjà 15 ans et vous êtes l'auteur de ce livre « Pas besoin d'être tibétain pour méditer » aux éditions Solar, c'est rassurant. Le docteur Guillaume Font, bonsoir. Bonsoir. Également psychiatre, responsable du centre expert dépression résistante à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. On verra avec vous toutes les nouvelles recherches sur la prise en charge de la dépression et notamment le rôle important de l'alimentation. Vous avez consacré votre dernier livre à ce sujet, Bien manger pour ne plus déprimer, c'est chez Odile Jacob. Le docteur Jean-Victor Blanc, bonsoir. Bonsoir. Psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, auteur de Pop and Psy aux éditions Plomb. Vous évoquez l'image des maladies mentales, dont la dépression, dans le cinéma, dans les séries. C'est absolument passionnant, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et Florence Bourle, bonsoir, patiente experte. Vous avez fondé l'antenne de France Dépression Héros. On va voir avec vous ce qu'est un patient expert et surtout quel rôle il joue auprès des malades, parce que vous avez bien connu ce problème aussi. Oui. Vous avez été aidé. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence avec cette question. Votre émission m'inquiète. Il est déjà difficile d'assumer d'être sous antidépresseur. L'émission ne risque-t-elle pas de faire culpabiliser? On peut rappeler que les antidépresseurs, ça sauve des vies. Oui, c'est un message très important parce qu'effectivement, une grande partie du reportage a été consacrée aux événements indésirables. Mais on l'a bien dit au début du reportage, les antidépresseurs, ils ont prouvé leur efficacité, c'est-à-dire qu'ils sont supérieurs au placebo. C'est ça quand on parle d'efficacité. Il y a des études versus placebo. Et il y a une grande étude, une méta-analyse en 2018 sur plus de 120 000 patients qui a classé tous les antidépresseurs en termes d'efficacité et de tolérance. Donc les données, elles sont publiées, elles sont librement accessibles. C'est un article en open access, donc en libre source. Donc il faut rassurer les personnes qui nous regardent, on ne les prescrit pas pour rien en fait. Ils sont efficaces chez la majorité des personnes. Et quand on parle de dépression résistante, ça ne veut pas dire résistant à tous les antidépresseurs, c'est à 2 antidépresseurs. Donc quand on dit qu'il y a 30% des personnes résistantes, c'est à 2 antidépresseurs. C'est plus facile à soigner d'emblée, mais c'est ça, c'est qu'on a essayé 2 antidépresseurs, que ça n'a pas marché. Et donc, ce qui a été dit, c'est sur l'histoire des 15% en fait dans le reportage. Alors attention, parce qu'en fait, selon les études, c'est pas la même définition qui est utilisée. Donc, quand on dit qu'on part de 94 ou 95 et on tombe à 15%, ensuite à 51%, puis à 15%. C'est que c'est pas les mêmes définitions. Donc, les 15%, en fait, c'est une étude qui a été publiée l'été dernier dans le British Medical Journal. Donc, c'est une étude très importante où ils ont regardé toutes les études de la FDS et
l'agence du médicament américaine, tous les essais contrôlés randomisés des antidépresseurs depuis 1976, depuis la création de l'agence. Et en fait, ce qu'ils ont conclu, c'est que toutes les personnes ne répondent pas de la même façon aux antidépresseurs. Alors vous me direz, il faut aller attendre tout ce temps-là pour démontrer ça. Ben oui, effectivement, parmi les gens qui ont reçu des antidépresseurs, il y en a 15% qui vont avoir plus de la moitié de leurs symptômes améliorés. C'est ça qu'on appelle être super répondeur. Et puis parmi les 85% qui restent, il y en a qui auront une amélioration très modérée, insuffisante. Et puis d'autres qui n'ont pas d'amélioration du tout. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 15% des gens qui répondent aux antidépresseurs, c'est 15% des gens qui sont super répondeurs à un antidépresseur. Et on en a plus d'une vingtaine disponibles. Faites confiance à votre médecin et surtout, vous n'arrêtez pas ces médicaments. Si tout d'un coup vous aviez un doute, surtout vous n'arrêtez pas, il faudra de toute façon arrêter, accompagné par son médecin très progressivement. Et puis ce qu'on a dit aussi, c'est qu'à un moment donné, il a été dit, ils ont tous le même mécanisme d'action, ils agissent sur la sérotonine. Alors c'est vrai que la plupart agissent sur la sérotonine, par contre, ils n'ont pas tous le même mécanisme d'action, sinon on n'en aurait pas une vingtaine. Il y en a qui agissent sur la noradrénaline, il y en a qui sont métabolisés différemment par le foie, il y a la gomélatine qui a été citée à un moment donné, qui agit sur les récepteurs à la mélatonine au moment de l'endormissement. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de mécanismes d'action différents. Alors, c'est vrai qu'au début, quand ils sont arrivés, on les a donnés très largement aux personnes dépressives. On constate effectivement aujourd'hui qu'il ne faut pas les donner à tous les dépressifs, et notamment aux dépressifs légers. Donc, on nous demande à partir de quand on donne aujourd'hui des antidépresseurs. On donne des antidépresseurs quand on ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire on est dans le pathologique si on ne peut pas fonctionner professionnellement, familialement ou socialement. À ce moment-là, on a basculé dans un type de fonctionnement qui est délétère et qui risque d'être préjudiciable. Nous, médecins, on doit traiter les patients sur un diagnostic, une incapacité et un désavantage social. Il faut vraiment, on ne peut pas laisser des personnes ne plus pouvoir travailler ou ne plus pouvoir être en famille normalement. On nous demande si les antidépresseurs, c'est Monique, favorisent-ils une prise de poids? On imagine bien que ça, dans votre antenne, vous écoutez des patients, c'est une crainte et éventuellement une constatation. Mais c'est une constatation, parce que moi je l'ai constaté déjà. J'ai pris du poids et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement de prendre du poids et qui hésitent à prendre des médicaments, en sachant qu'il faut passer par le médicament souvent. Il faut quand même préciser que c'est un peu comme la pilule. Certains entraînent une prise de poids, d'autres une perte de poids, d'autres rien du tout. Ce n'est pas tous les antidépresseurs qui donnent une prise de poids. Et non, justement, donc en fait, dans le reportage, on a évoqué certains effets indésirables. Ce n'est pas tous les mêmes pour chaque antidépresseur. Et donc souvent, il faut choisir un compromis entre une efficacité et un profil d'effets indésirables. Et ça, c'est valable aussi pour les antipsychotiques, pour les régulateurs de l'humeur. Donc il n'y a pas de médicament parfait, sinon ce serait celui qu'on donnerait à tout le monde. Il faut souvent regarder les facteurs de risque, les facteurs prédictifs. Si la personne commence à dire voilà, je commence à vider le frigo avec ce médicament, il faut être très attentif. C'est pour ça, dans les jours qui suivent l'instauration d'un traitement, c'est là où en fait on va voir le profil des effets indésirables. Pour les antidépresseurs, c'est dans les 28 jours qui suivent l'instauration d'un antidépresseur ou l'augmentation de la dose, et puis les 28 jours qui suivent l'arrêt aussi de l'antidépresseur, on en a parlé, qu'il faut faire très attention. On a parlé des symptômes de sevrage aussi. Le profil de sevrage, il n'est pas du tout le même selon les antidépresseurs. En fait, c'est un antidépresseur qui donne beaucoup de sevrage, et les autres, la plupart du temps, ça se passe très bien avec une décroissance progressive sur quelques semaines. Mais quel qu'il soit, on n'arrête pas tout seul, de toute façon, ni brutalement, surtout. Et puis, il faut accompagner le patient, c'est-à-dire lui dire on ne peut pas avoir un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein, et il faut remettre une histoire de temporalité. C'est-à-dire qu'il y a le temps du soin, de l'antidépresseur, et ensuite voilà, d'une remise en mouvement et d'une remise dans une alimentation convenable avec du sport, avec une activité physique. Une chose, ce que vous écoutez, en dehors de craindre ou de constater une prise de poids, c'est parfois un motif à arrêter brutalement. C'est ce qu'ils vous disent ou pas? Oui, bien sûr. En fait, un certain nombre de personnes arrêtent justement le traitement et retombent souvent dans la dépression. Et il faut plusieurs passages où en fait on arrête le traitement, on le reprend pour pouvoir comprendre que vaut mieux garder un traitement et prendre un peu de poids et être bien. On voit d'ailleurs dans le documentaire, il y a une des patientes qui dit voilà, je l'avais arrêté sans prévenir mon psychiatre et ça s'est très mal passé. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on constate également dans les suivis, d'où l'intérêt, et ça c'est quelque chose qu'on répète énormément aux patients, absolument dire quand ça devient trop difficile, c'est vraiment le patient dit voilà, je ne peux plus supporter tel effet secondaire ou je me pose des questions par rapport à l'intérêt du traitement, le dire et ensuite on en discute et au moins on peut anticiper les choses, voire changer d'antidépresseur s'il y a des effets secondaires qui vont être gênants ou amorcer tout simplement
effectivement une diminution en vue d'un arrêt. Mais la pire des situations, c'est effectivement quand le patient arrête dans son coin et que du coup, il paye les pots cassés. C'est ce que vous aviez fait d'ailleurs, vous avez arrêté le traitement, vous êtes retourné voir le psychiatre, puis re-arrêté, puis... Voilà, ça a duré des années, jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait, l'antidépresseur, c'était mon médicament comme... Il a fallu attendre une deuxième tentative de suicide pour que vous réalisiez qu'il fallait soigner, là, que ce n'était pas possible. Voilà, tout à fait. Et en fait, je dis souvent aux personnes que j'écoute, en fait, les diabétiques se piquent tous les jours pour pouvoir vivre. Nous, il nous faut un cachet pour pouvoir vivre correctement. Juste aussi une précision dans les raisons de l'arrêt, il y a quand même beaucoup de patients qui arrêtent au bout d'1 ou 2 mois parce qu'ils vont mieux et ils se disent je vais mieux donc je vais arrêter. Alors ça, on a des chiffres français qui sont assez catastrophiques. On sait qu'il y a environ 80% des traitements antidépresseurs qui sont arrêtés au bout de quelques semaines, enfin en tout cas qui durent moins d'un mois. Ouais. Or, on sait que pour vraiment un traitement complet de la dépression, il faut au moins 6 mois avant ensuite d'amorcer la diminution et l'arrêt. Donc un traitement qui est pris quelques semaines, voire moins d'un mois, non seulement c'est dangereux, en plus c'est inefficace et finalement ça ne traite pas du tout le fond. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a un gros travail de prévention à faire. La durée d'un traitement antidépresseur, c'est 6 mois minimum pour le traitement d'une dépression et on parle de 6 mois après la rémission des symptômes, c'est-à-dire une fois qu'on est sorti de la dépression. Parce qu'en fait, les études ont montré que c'était la période où il y a le plus de risque de rechute, en fait. Les 6 mois qui suivent la rémission. Alors on nous demande après combien de jours de traitement on peut considérer qu'un antidépresseur est inefficace, parce qu'on sait qu'il faut un petit peu de temps pour qu'il agisse. Au bout de combien de temps on considère qu'il faut ou augmenter les doses ou le changer? Alors ça, c'est la question en fait où il y a une appréciation clinique qui varie d'un psychiatre à l'autre. Ça dépend de l'urgence, entre guillemets. C'est-à-dire que si la personne est dans une situation très urgente, très suicidaire par exemple, tout ça, on va avoir tendance à changer plus rapidement si on voit vraiment aucune amélioration. Donc on se dit que si en 15 jours, il n'y a absolument rien qu'à bouger, on a 80% de chances qu'il n'y ait pas de réponse du tout. Donc certains acceptent de changer d'antidépresseur au bout de 15 jours en disant il y a une demande urgente, là il faut y aller. Mais en moyenne, par contre, pour évaluer la pleine efficacité d'un antidépresseur, c'est plutôt 6 à 8 semaines. Donc c'est plus long. Vous parliez effectivement de ce risque suicidaire. On a cette question de peut-on donner des antidépresseurs à des enfants ou des adolescents sans risque? On sait que beaucoup de parents s'inquiètent quand on leur donne des antidépresseurs parce qu'on a parlé d'une augmentation d'un risque suicidaire, d'un passage à l'acte au moment de l'initiation du traitement. D'abord, est-ce qu'on peut les donner? Comment on fait pour protéger dans ce cas-là ces adolescents dans les premières semaines du traitement? C'est une question qui est complexe, vraiment chez l'enfant, chez l'adolescent. C'est une prescription qui est spécialisée. Donc ça doit vraiment être initié par un pédopsychiatre, donc c'est-à-dire un psychiatre spécialisé auprès des enfants ou des adolescents. Donc bien sûr, c'est pas du tout, on va pas du tout banaliser comme on entend souvent. Aujourd'hui, on donne des antidépresseurs pour un oui ou pour un non. Là aussi, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a environ 2% des adolescents qui ont un antidépresseur, ce qui est moindre que la prévalence de la dépression. On sait que ça concerne environ 7% des adolescents. Donc déjà, c'est pas tous les adolescents qui en ont. Ensuite, ce qu'on sait également, c'est qu'il va falloir surveiller effectivement de manière très fréquente et très continue les effets de ce traitement. Donc voir s'il est efficace, voir si éventuellement il a des effets secondaires. Cette polémique, elle vient d'un scandale qu'il y a eu aux États-Unis où des études avaient montré qu'il y avait effectivement un surrisque chez certains adolescents vis-à-vis d'idées suicidaires. On sait aujourd'hui que finalement ce surrisque il a été remis en question, mais surtout, et ça répond à une des questions qu'on a posées tout à l'heure, depuis qu'il y a eu cette alerte aux États-Unis, il y a eu moins de prescriptions d'antidépresseurs et depuis, aux États-Unis, il y a eu plus de tentatives de suicide et là, c'est vraiment des chiffres qui concernent toute la population, donc ce n'est pas justement des études de labo. On nous demande ce qu'est la stimulation magnétique transcrânienne. On va voir un petit reportage. Quand les antidépresseurs ne sont pas assez efficaces, on peut proposer aux patients des séances donc, de stimulation magnétique transcrânienne. Le but, en quelque sorte, c'est de remettre de l'ordre dans un circuit neuronal qui dysfonctionne grâce à des ondes électromagnétiques. Vous voyez ce reportage de Bruno Timsit, Olivier Berry. Après 11 années de traitement antidépresseur, Josiane n'a jamais connu de réelle amélioration. Jusqu'à ce jour de 2013, où les médecins lui ont proposé une nouvelle thérapie. Salut! Coucou! Ça va, ta semaine? Oui, ça va. Bien passé? Fatiguée, mais ça va. Ces bobines installées au-dessus du crâne sont chargées de stimuler certaines zones de son cerveau. Allez, je démarre. C'est parti. 1, 2 et 3. C'est bon. C'est bon? Ouais, merci. Grâce à du courant électrique de haute intensité, la machine crée un champ magnétique qui va ensuite traverser la boîte crânienne.
On met des électroaimants au-dessus du crâne qui vont en fait amener un champ de polarité sous l'électroaimant qui va dépasser la boîte crânienne et donc atteindre le cerveau pour en fait modifier l'activité neuronale, c'est-à-dire réveiller les neurones endormis dans les régions importantes du cerveau. Et donc ça, on sait le faire dans des régions précises du cerveau et on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer les patients déprimés. Hormis quelques maux de tête, cette technique non invasive est sans risque pour les patients. Chez Josiane, les premiers effets positifs se sont fait sentir assez rapidement. C'est au bout d'une quinzaine de séances que j'ai vu l'amélioration. Je l'ai senti, mais je l'ai senti physiquement et psychologiquement. J'ai une petite renaissance, quoi, du positif, des envies. On aurait dit qu'il y avait plein de verrous qui avaient sauté, clac, clac, clac. Voilà, et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Cette technique s'appelle la TMS, ou stimulation magnétique transcrânienne. Voilà, jeune fille. C'est bon. Elle est contraignante, car pour ces séances de 30 minutes, il faut se rendre le premier mois tous les jours à l'hôpital. Mais elle permet à près d'un patient sur 2 de diminuer les symptômes de la dépression. Et merci. Est-ce qu'on peut bien préciser pour les patients qui auraient peur des antidépresseurs que ce n'est pas un traitement de première intention ? Non, effectivement, c'est pas accessible pour tout le monde. Par contre, ça se diffuse de plus en plus. Et il y a eu aussi beaucoup de scepticisme à l'arrivée de la RTMS. Et donc, c'est une alternative à l'électroconvulsivothérapie, ce qu'on appelle électrochocs. Voilà. Et en fait, il faut rappeler que c'est des techniques très importantes pour beaucoup de personnes qui ne répondent pas aux médicaments aussi et qui permettent à beaucoup de personnes de s'en sortir. Par contre, comme on l'a dit, la RTMS est très contraignant parce qu'il faut se rendre à l'hôpital plusieurs fois par semaine. Et il n'y a pas des machines disponibles partout et il n'y a pas du personnel non plus disponible partout. Donc, c'est pas accessible pour tout le monde. Des questions sur la méditation. On nous demande si l'efficacité de la méditation sur la dépression a été évaluée scientifiquement. Oui, il y a plusieurs publications qui ont fait état des résultats de la méditation, c'est-à-dire qu'on sait que... La méditation de pleine conscience dont on parle ? Oui, méditation de pleine conscience, le programme MBCT pour Mindfulness Based Cognitive Therapy, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Les premiers papiers montraient, les premières publications montraient une efficacité qui était comparable aux antidépresseurs au long cours. Alors il faut s'entendre, la méditation de pleine conscience, c'est dans la prévention de la rechute de la dépression. Et le coût-efficacité est comparable aux antidépresseurs au long cours. Ça, c'était les premiers papiers. Voilà, donc la méditation, ce n'est pas un traitement de la phase aiguë de la dépression. Bien sûr. Et on demande pendant combien de temps on doit faire de la méditation pour avoir un résultat significatif. Alors du coup, pas sur la dépression aiguë, mais pour pouvoir réduire le risque de récidive. En fait, c'est vraiment s'engager dans un nouveau style de vie. C'est vraiment un peu à vie. C'est-à-dire que le programme MBCT dure 8 semaines. En revanche, voilà, c'est une pratique qui est à mener sur le long terme, puisque quand on médite, ce qu'on apprend à faire, c'est à prendre de la distance par rapport à ses pensées. Et la thérapie cognitive, elle apprend, c'est que les pensées négatives que je peux avoir, les biais cognitifs sont toujours plus ou moins les mêmes. Je prends toujours l'exemple du collégien qui revient avec une mauvaise note, le parent qui va pas bien, il va dire « c'est ma faute, je m'en occupe pas assez, il va rater sa vie ». Enfin, on amplifie, on surgénéralise et surtout on prend les choses personnellement. Alors qu'avec ces programmes de méditation pleine conscience, on apprend à justement se distancier, les pensées ne sont pas des faits, c'est pas parce que je le pense que c'est vrai, et un peu à critiquer ses propres pensées et le contenu de ses pensées. Mais est-ce que pour avoir une efficacité dans ce domaine particulier, on peut être formé par n'importe quel coach ou adepte de la méditation, ou c'est parce que ça a été fait au départ dans un cadre hospitalier, notamment les études du professeur Christophe André à Sainte-Anne qui avait étudié ça. Est-ce que ça doit être un peu fait de manière médicale et avec une méditation qui est effectivement... oui, c'est très standardisé pour que ce soit reproductif. C'est ça. Voilà, il faut que ce soit... Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas... Voilà, les applications de méditation, elles sont très aidantes, mais le programme strictement qui lutte contre la prévention de la rechute de la dépression, il y a des publications qui montrent aussi l'efficacité de ce programme dans l'anxiété généralisée et aussi dans le trouble bipolaire. Mais c'est vraiment extrêmement reproductible, donc c'est pas n'importe comment. On va parler un peu de pop culture. Ça va nous faire du bien, parce que c'est vrai que c'est assez tabou quand même, la dépression, ça reste tabou, on garde quand même l'image de quelqu'un qui n'a pas de volonté, qui est faible, et c'est bien aussi que des stars puissent en parler. Alors les antidépresseurs notamment, on en parle beaucoup dans les médias et dans le cinéma, donc vous êtes psychiatre, mais expert également de la pop culture. C'est quoi pour vous le film marquant à propos des antidépresseurs ?
Alors, dans les films récents, j'ai envie de citer Effet secondaire, le film de Steven Soderbergh qui est sorti en 2013. Alors, au début, on suit Emily Taylor, qui est une jeune femme atteinte d'une dépression assez sévère, puisqu'elle a des idées suicidaires. La dépression est assez bien montrée. Et donc, elle rencontre son psychiatre, qui est joué par Jude Law, ce qui est quand même pas mal pour la profession. Oui, et puis ça fait du bien, oui, c'est en général. Effectivement. On va aller le voir régulièrement. Et donc, ça commence par très bien se passer. Donc, il lui diagnostique cette dépression et il lui prescrit un nouvel antidépresseur. Donc, jusque-là, ça se passe plutôt bien. Alors ensuite, suite à cette prescription d'antidépresseur, elle le prend. En fait, elle commet un meurtre. Elle tue son mari. Donc là, on est déjà dans un autre registre. Oui. On va dire que la suite du film, c'est plutôt dans l'ordre du thriller, alors qui est finalement un bon film assez haletant, avec quelques clichés, notamment des relations entre les psychiatres et les patients. Mais on va retenir surtout le début. On lui pardonne un petit peu tout. C'est pas tout à fait reproductible, quoi, voyez-vous. Vous avez écrit un livre sur les liens entre santé mentale et culture pop. Vous décryptez les prises de parole de stars sur le sujet. Quand les célébrités en parlent, elles le font comment ? Alors, elles le font dans des interviews, elles le font dans des films, elles le font dans des livres. L'exemple le plus typique, ce serait peut-être celui de Carrie Fisher. On se souvient tous d'elle dans son rôle de Princesse Leia, exactement, dans Star Wars, un rôle qui l'a marqué et qui a marqué des générations. Il faut savoir que Carrie Fisher, elle a été également atteinte d'un trouble bipolaire et également d'addiction. Et en fait, elle a beaucoup parlé, c'est une des pionnières, elle a beaucoup parlé des troubles, elle a parlé des traitements, notamment dans des films qu'elle a réalisés, qu'elle a écrits également dans un one-woman show où elle parle notamment de l'électroconvulsivothérapie dont on a parlé tout à l'heure, donc de l'électrochoc, avec beaucoup d'humour. Un humour qui manifestement la caractérisait, puisqu'il faut savoir qu'en 2016, lorsqu'elle est décédée, elle avait dit dans son testament qu'elle voulait que ses cendres soient déposées dans une urne en forme de Prozac. Ah, mais on voit ça, la gélule dans les bras de son mari. Non, mais c'est fou, ça. Exactement. Elle disait, voilà, c'était mon antidépresseur préféré, donc c'était une sorte d'hommage. Enfin, on peut évidemment y voir une sorte de trait d'humour chez cette personne très célèbre. Et alors, quand les stars parlent des antidépresseurs, ça suscite quoi comme réaction ? Malheureusement, un petit peu les mêmes que dans la population générale, avec beaucoup de culpabilisation. Alors, l'exemple typique que je cite dans le livre, c'est celui de Brooke Shields, l'actrice américaine, qui, il y a quelques années, a parlé dans un livre qu'elle a écrit, une biographie, où elle a parlé de sa dépression du postpartum. Elle a dit qu'elle avait des idées suicidaires très importantes, au point même, comme le témoin qu'on exactement, au point de vouloir se jeter par la fenêtre avec son nouveau-né dans les bras. Donc, elle jouait même quelque chose de très sévère. Elle a dit qu'elle avait eu à un moment un traitement antidépresseur et que ça l'avait vraiment aidée. Et donc, elle avait envie de lever un peu le stigma sur le sujet. Et en fait, elle a été victime de, on va dire, un vilipendage en bonne et due forme par Tom Cruise, qui l'a interpellée dans les médias en disant, voilà, Brooke Shields fait n'importe quoi, elle devrait se bouger. La dépression du postpartum, il suffit de faire du sport et des vitamines. Elle s'y connaît bien. Alors, elle ne s'est pas démontée. Et elle a dit, en répondant à Tom Cruise, aussi dans les médias, qui était son ami, en lui disant, voilà, Tom Cruise, il ferait peut-être mieux de s'occuper de sauver la planète des extraterrestres et de laisser les femmes, tout simplement, prendre des décisions pour leur santé, en l'occurrence pour un problème qui les concerne, la dépression du postpartum. Alors là, on a des exemples américains. Et en France ? Alors en France, c'est très timide. C'est vrai qu'avec Pop et Psy, on le constate. Ceci dit, on a une jeune chanteuse, Pomme, qui nous a parlé de ça dans le podcast Pop et Psy, où en fait, elle raconte que dans sa génération, notamment parmi ses amis, il y a beaucoup de personnes qui ont eu à un moment un traitement antidépresseur et que chez elle, finalement, ça ne suscite pas de réaction de rejet, comme malheureusement c'est le cas. Elle-même a beaucoup parlé de sa santé mentale et de manière assez intelligente, je trouve, elle compare la situation avec le Canada, dans lequel elle vit maintenant, où elle dit que voilà, les gens sont beaucoup plus tolérants envers ces médicaments, alors qu'en France, et notamment dans la génération de ses parents, elle dit que c'est encore un petit peu l'omerta. Vous, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi ? Oui, tout à fait. Dans l'écoute téléphonique qu'on a sur France Dépression nationale, on entend beaucoup de gens dire les médicaments, oui, mais ils n'osent pas trop en prendre. Donc c'est pour ça qu'on dit le médicament au départ permet de pouvoir atteindre la volonté de pouvoir après entamer des thérapies comme la méditation. Oui, et puis c'est quand même essentiel de rappeler que c'est un outil, l'antidépresseur, y compris dans les formes sévères, que la psychothérapie fait partie de cet ensemble qui doit aussi être... Parce que l'antidépresseur, il va permettre de soulager les symptômes, mais il ne va pas forcément guérir l'origine de la dépression. Donc la psychothérapie doit être associée. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, en fait, ça n'a pas de sens de se dire qu'on va
soigner un harcèlement au travail. Nous dit la On a parlé avec psychothérapie, Virginie. parlons-en. On le fait. Avec Virginie dans le reportage, effectivement, on ne va pas résoudre un burn-out, un harcèlement au travail, le fait d'être surchargé en tant que parent, que jeune parent, ou pour un adolescent d'être victime de harcèlement à l'école, tout ça avec un antidépresseur, bien sûr. Donc en fait, l'antidépresseur, il est là pour traiter un problème biologique qui souvent est en lien avec le problème psychique. Il n'y a pas la psyché d'un côté, le corps de l'autre, les deux sont en interaction. Quand on est perturbé sur le plan mental, il y a un retentissement dans le corps et réciproquement. Donc il est important aussi de rappeler, parce que on l'a évoqué à la fin du reportage, que dans les conditions de vie, alors pour le coup, Tom Cruise avait quand même raison sur un truc, c'est que l'activité physique, effectivement... On va y venir dans un instant. Voilà, c'est efficace. L'alimentation aussi, et donc notamment les oméga-3 aussi, qui ont prouvé leur efficacité dans les dépressions, et même en combinaison avec les antidépresseurs. Et donc c'est pas que pour les dépressions légères à modérées. Donc il y a des choses importantes qu'on peut faire, autres que les antidépresseurs, bien sûr, dans le traitement de la dépression. Oui. Notamment l'éducation thérapeutique, dont on parle de plus en plus, et qui permet... C'est ce qui vous a sauvé un peu, Ben vous oui, aussi. moi, ça a été ma renaissance grâce à l'éducation thérapeutique. Parce que tout d'un coup, vous avez pris en charge votre maladie, vous êtes devenu acteur de votre histoire. Voilà. Donc, en fait, on comprend mieux notre maladie, donc on apprend mieux à se connaître pour pouvoir trouver les outils qui nous conviennent, parce qu'on sait que chaque personne a ses propres outils à trouver, en plus du médicament. Et c'est l'importance, puisque vous avez fait des études pour devenir patiente experte, c'est l'importance du coup de l'expérience d'autres patients. Cette éducation thérapeutique, c'est aussi les autres patients qui vous expliquent ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, leur parcours de soins, pour arriver à convaincre les autres patients aussi. C'est un exemple. Voilà, en fait, moi j'interviens notamment dans des cliniques sur Montpellier, pour justement montrer que déjà les personnes ne sont pas seules, qu'on est nombreuses malheureusement à souffrir de dépression. Qu'on peut s'en sortir. Et qu'on peut s'en sortir. Et puis de voir que, en fait, quand je décris les symptômes, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent, bien sûr, et du coup, ça apporte une dynamique de pouvoir en parler, d'où les groupes de parole qui sont très importants aussi. On va venir donc effectivement au sport, parce que c'est très important. Juste une toute petite dernière question sur les antidépresseurs. On peut en prendre 20 ans, 30 ans des antidépresseurs ? Bien sûr. Mais oui. C'est toujours pareil. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'incapacité ou le désavantage social. Il y a des formes génétiques quand même. Il y a évidemment, c'est multifactoriel, une dépression. Mais il y a quand même des personnes qui sont petits sécréteurs de sérotonine. Et donc, il faut vraiment les accompagner sur le long cours. Oui, ça existe. Quand on fait un épisode dépressif, on a une chance sur 2 d'en faire un deuxième dans sa vie. Et quand on en fait 3, on a 9 chances sur 10 d'en faire un autre. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer d'antidépresseurs au long cours, malheureusement. Et juste pour compléter le témoignage de madame, je trouve que c'est très important, et on en a aussi vu pendant le documentaire, de montrer aussi qu'on peut se sortir de la dépression, qu'on peut aller bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la pérédance, dans la psychoéducation. On le fait également exactement. Énorme des patients experts aujourd'hui. Ouais. Mais bon, pardon. Non, je vous en prie, madame. Mais bon, en fait, quand on parle de plusieurs dépressions, comme moi j'en ai fait 6, je sais très bien que maintenant, mon traitement, je l'ai à vie. Alors, à faible dose, bien sûr, mais je ne l'arrêterai jamais. On demande par quel mécanisme le sport peut aider à vaincre la dépression. On va répondre parce qu'on a plusieurs questions. Et on va d'abord voir que plusieurs études effectivement montrent que ce sport est un allié précieux pour lutter contre la dépression parce qu'il entraîne notamment la production de dopamine. Et par ailleurs, la pratique sportive permet de recréer du lien social, de sortir les patients de leur isolement. Voyez ce reportage signé Anaïs Plateau et Julien Chaumin. Dépressive depuis plusieurs années, Céline a décidé de reprendre sa vie en main. Et ça commence par une activité physique régulière, même si la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Des fois, le matin, je me réveille, j'ai pas trop envie d'y aller, mais comme je me dis que c'est bénéfique pour moi, je viens quand même. Avec difficulté, mais je viens. Ça va ? C'est pourquoi rejoindre un groupe de patients dépressifs, pour Céline, c'était un critère important de motivation. Ça permet de renouer tout doucement avec une activité, ce qui dans le milieu ordinaire est parfois extrêmement compliqué, puisque il y a quelques déficits cognitifs, l'attention, la mémoire, la concentration. Les difficultés aussi pour aller vers, avoir un projet, rendent les personnes qui souffrent de dépression en grande difficulté pour intégrer une activité physique, quelle qu'elle soit, dans le milieu ordinaire.
Une activité physique, mais aussi ludique. C'est une manière de recréer du lien social pour ces personnes souffrant de dépression. C'est parti. Je fais à mon rythme et ça permet de décompresser au maximum. Et on se sent bien, on ne sent pas le poids de son corps et on décompresse bien. Décompresser, c'est ce que les professionnels de santé espèrent pour leurs patients avec l'aquagym. Et les bénéfices sont tout autant mentaux que physiques. La dépression, ça génère de la sédentarité, parfois de l'obésité. Et malheureusement, les traitements psychotropes aussi un rôle dans la survenue d'une obésité. Et donc, ça prévient toutes les complications. Ok, on relâche doucement. On change les planches de côté. Céline fait de l'aquagym depuis 6 mois. Depuis qu'elle y participe, l'amélioration de son bien-être est indéniable. On se sent libéré, on ne réfléchit pas pendant tout ce temps où on est dans la piscine. Et du coup, ça nous permet de nous libérer la tête et penser à rien d'autre qu'aux exercices. Et en plus, on se marre bien, donc c'est l'avantage. J'ai vu l'évolution par rapport à les premières fois où je suis arrivée. Et maintenant, je me sens vraiment mieux. Psychologiquement, ça fait un bien fou. Décoller les pieds. Voilà, et pensez à respirer. Hein. Le caractère ludique des activités est primordial, mais il n'est pas suffisant pour motiver le groupe. Chaque personne doit ressentir les bienfaits physiques du sport. Souvent, ils reviennent pour ça, puis aussi pour se défouler un petit peu et pour qu'ils aient l'impression vraiment de se sentir dynamique et un peu plus en forme aussi, c'est ça qui est important. C'est le fait qu'ils se sentent en forme et puis ça leur donne souvent envie de continuer à l'extérieur. Donc c'est aussi sur ça qu'on travaille, le fait que ce soit sympa et qu'ils aient envie de continuer une fois qu'ils seront plus hospitalisés. Pour avoir un effet positif sur les patients, l'activité physique doit être pratiquée de manière soutenue et régulière. Alors, on a cette question qui paraît assez évidente, mais qui revient. Comment se mettre au sport quand on est dépressif? Personnellement, je n'en ai pas la force. C'est évident que quand on n'est pas capable de sortir de son lit tellement on est mal, on ne se dit pas « je vais aller faire un match de foot ». Bien sûr, c'est pour ça que l'activité sportive elle est très importante et on sait alors dans certaines mesures, on sait qu'il faut environ faire 30 à 45 minutes de sport intensif 3 fois par semaine pour qu'il y ait un vrai effet antidépresseur. Donc déjà, c'est quand même quelque chose d'assez soutenu. On sait également, et on le voit bien en le disant, que ça va dépendre de quelle dépression on s'adresse. Les dépressions vraiment sévères, honnêtement, ça va faire que renforcer une culpabilité. Si on dit justement, comme tout le monde, secouez-vous, allez faire un marathon, alors que soi-même déjà faire 3 fois 45 minutes de sport par semaine, c'est pas déjà évident pour tout le monde. Ceci dit, en visée de prévention de la rechute ou pour des dépressions légères, là, il y aura vraiment toute sa place au sport. Et je le rappelle, ce qui est important, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il y a un sport qui va être finalement plus utile? Et y a-t-il un sport plus adapté qu'un autre? Je lis les questions, c'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est ça, en douce. Il n'y a pas de sport plus efficace que l'autre. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ce soit un sport que la personne finalement apprécie parce que c'est d'autant plus utile et notamment on sait que c'est plus efficace quand c'est en groupe et avec un coach parce qu'il y a du coup l'aspect social qui va jouer et puis aussi l'aspect motivationnel. C'est proposé, c'est un peu organisé dans les services de psychiatrie, dans les hôpitaux ou pas? Alors, je laisserai passer En parler. fait, on l'a vu dans le reportage, il y a le sport adapté, en fait, donc ça se développe de plus en plus. Et donc, nous, dans les comptes rendus au centre expert, on met les coordonnées. Donc, dans chaque région, il y a des centres, même dans chaque ville, de sport Azur aussi, voilà, que les personnes peuvent se renseigner directement sur Google en tapant sport adapté et le nom de leur ville, et elles vont trouver des liens. Et ça, c'est vraiment à développer, ça se développe de plus en plus. En revanche, allez-y, puis je passe. Moi, je trouve qu'il faut aussi dire aux patients, c'est qu'il faut être modeste. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, si on met la barre trop haut, vous allez passer en dessous. Il faut commencer par un quart d'heure. Exactement. Il faut commencer modeste, et comme ils peuvent, et vraiment qu'ils réélargissent leur périmètre de sécurité, et puis leur périmètre de confort, et puis qu'ils sortent un petit peu de cette zone. Mais il faut être modeste au début. Bouger, voilà. Au fur et à mesure. C'est déjà mise en mouvement avant de dire c'est une pratique sportive. Et trouver l'activité qui nous convient, qui nous fait plaisir, parce que chacun a son activité de préférence, et généralement, on trouve toujours, on a vu l'aquagym qui est très bien, la marche nordique, ça peut être le petit footing, enfin des choses si possible faciles à faire qui ne nécessitent pas des conditions très contraignantes comme de devoir aller dans une salle de sport loin avec un cours une fois par semaine. Et puis on imagine encore plus en dépression, il ne faut pas se mettre en échec. Oui, exactement. Ça renforce l'estime de soi d'avoir fait une petite sortie ou un petit quelque chose. Et le kiné est très bien aussi pour ça. Nous, on a beaucoup de patients, parmi les plus sévères justement, on prescrit du kiné parce qu'en fait justement le kiné est le professionnel pour le réentraînement à l'effort. Et donc on a plein de patients comme ça qui nous disent qu'ils ont pu se remettre dans le circuit par le kiné. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais justement dire, j'ai été hospitalisée
pour ne pas citer la clinique Laliron de Montpellier. Et en fait, on a de l'éducation, de la gymnastique adaptée, et on a aussi le kiné. Donc, et les patients y vont assez volontiers? Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, l'éducateur se met un peu à notre portée en fonction de ce qu'on peut faire, et on évolue tout le long de l'hospitalisation. Nous, au Centre Expert, on a un enseignant sportif dédié en fait, pour les patients du secteur du service. Ouais. Oui. Alors ça, c'est vrai. Moi, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, donc à Paris. C'est vrai que et c'est une question qu'on ne peut pas totalement éluder de ce débat. Il y a aussi une question de manque de moyens, évidemment. Moi, par exemple, dans le service, on n'a pas le moyen, on n'a pas de moyens disponibles, ni de professeurs de sport, ni de kiné qui seraient vraiment alloués à ça, parce que le kiné s'occupe de tout l'hôpital. Et c'est vrai que quel que soit finalement le type de thérapie, que ce soit la psychothérapie, le sport ou l'alimentation dont on va peut-être parler, c'est vrai qu'il y a vraiment un manque de moyens. Il est louche. En fait, il va faire les médiums. Allez, on va faire une séance. Effectivement, je rappelle que vous avez écrit Bien manger pour ne plus déprimer chez Odile Jacob. Alors, on nous demande comment on peut sérieusement prétendre soigner une dépression en modifiant seulement son alimentation. Bam. Alors oui, c'est sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai 250 références dans le livre qui sont pour la majorité des méta-analyses, donc le plus haut niveau de preuve scientifique. J'ai insisté là-dessus parce que j'avais lu d'autres ouvrages en fait, qui n'étaient pas très sérieux sur la question. Et donc j'ai voulu faire le point avant tout pour mes patients parce qu'on me posait la question tous les jours. Et quand j'ai découvert les données scientifiques, je me suis dit c'est pas normal qu'on n'en parle pas plus en fait. Donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est que consommer tous les jours des légumes, ça diminue de 9% le risque de faire une dépression. Consommer tous les jours des fruits, ça diminue de 15% le risque de dépression, et ça indépendamment de la consommation de légumes. Donc les deux ensemble, c'est encore mieux. À l'inverse, le régime occidental, c'est-à-dire le régime très inflammatoire, junk food, produits ultra transformés, graisses saturées, sucre caché, donc qui est la majorité de l'alimentation occidentale, les boissons sucrées, et ben tout ça, ça augmente de 33% le risque de faire une dépression. Donc en fait, quand on dit je réponds pas aux antidépresseurs, oui, mais est-ce que vous faites de l'activité physique? Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette? Parce que notre cerveau, il se nourrit de ce qu'on a dans notre estomac. Donc, il a besoin de vitamines. Hein. Tom Cruise le disait, donc je suis désolé, parce que finalement, Tom Cruise, il ne dit pas que des bêtises. Je vais vous envoyer le numéro de Bourchier, vous allez voir ce qu'elle en pense. Mais par contre, quand on a envie de jeter son bébé par la fenêtre et soit avec, effectivement, je suis d'accord que les vitamines, c'est peut-être pas le... Ça ne suffit pas forcément, voilà. Mais par contre, la vitamine D a montré un intérêt, c'est un modulateur de l'inflammation. L'inflammation, donc parmi les mécanismes, parce qu'on a parlé de la sérotonine, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais il y a des mécanismes d'inflammation qui expliquent certaines dépressions et qui expliqueraient qu'en fait d'autres traitements soient efficaces. Les oméga-3 sont efficaces dans le traitement de la dépression. Donc il y a de l'EPA qui se met dans les cellules microgliales en fait. Donc c'est compliqué, c'est éicosa pentaénoïque. D'accord, j'aurais pas dû vous le demander. Vous n'auriez pas dû demander. Non. Donc il y a l'EPA et le DHA, donc c'est deux oméga-3, on le voit sur l'étiquette. Et donc l'EPA, c'est les cellules qui entourent les neurones et qui vont les nourrir. Et le DHA, c'est dans les membranes des neurones directement. Donc c'est aussi pour ça que certains antidépresseurs ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, ça peut être une carence d'oméga-3, et les Français sont majoritairement carencés en oméga-3. Ils ont un apport moyen de 600 mg par jour, alors qu'il leur faudrait 2 grammes par jour. Donc c'est pour ça aussi que l'alimentation méditerranéenne, c'est pas parce que je viens de Marseille que je dis ça, mais l'alimentation méditerranéenne, c'est le meilleur mode d'alimentation pour la prévention de la dépression, mais aussi... Les oméga-3, c'est les poissons gras, Voilà. Ouais. Oui, mais c'est aussi l'huile de caméline, c'est les graines de chia, voilà. Ça peut être des sources qui sont un peu diversifiées que le poisson gras. Tout à fait, l'huile de lin, voilà, il y a beaucoup d'oméga-3 végétaux aussi. Le problème des oméga-3 végétaux, c'est qu'ils sont convertis dans le corps, ils ne sont pas utilisables directement, et ça change d'une personne à l'autre le taux de conversion, donc on sait ce qu'on absorbe, mais pas vraiment ce qui va au cerveau. Et donc, attention pour les poissons gras, hein, parce qu'il y a des risques de métaux lourds, d'intoxication au mercure, au cadmium. Donc, l'ANSES ne recommande pas de consommer plus d'une portion par semaine, je le dis pour les personnes qui nous regardent. Et c'est quelque chose, dans la prise en charge d'une dépression, qui est maintenant prise en compte, l'alimentation, des questions qu'on pose aux patients et des conseils que l'on donne aux patients? Oui, moi je dis à mes patients, c'est une médecine comportementale, c'est militant chez moi. Je leur dis, voilà, le sport, la méditation, les oméga-3, il y a plusieurs choses. Et puis ça, je trouve, responsabilise le patient par rapport à sa pathologie. Il a envie. Et puis voilà, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Et on ne peut pas soigner son patient s'il n'est pas participant à la mise en place de toutes ces activités.
Oui. D'ailleurs, je le rappelle là aussi, normalement, quand on diagnostique une dépression, il est recommandé de faire une prise de sang dans laquelle on va regarder des choses, comment fonctionne l'organisme, le rein, le foie, etc., pour être sûr déjà que si on met en place un traitement, il sera bien toléré. Mais aussi, de plus en plus, et nous on le fait systématiquement dans le service, on dose certaines vitamines, je pense à la B9, à la B12 ou à la D, qui sont des marqueurs. Alors, il n'y a pas toutes les vitamines, mais c'est quand même des marqueurs où on peut voir des grosses carences. Et c'est vrai que certains patients qui mourraient avec une vitamine B9 dans les chaussettes, on se dit, probablement que l'alimentation est très déstructurée. Et aussi, finalement, rien que le fait de voir le taux, ça permet à la personne de se dire, là, effectivement, il va falloir faire un petit effort au niveau de l'alimentation. Chose qu'on peut corriger, d'ailleurs. Enfin, on corrige ces carences ensuite avec des compléments. J'ai eu peur que vous me parliez du microbiote, parce que cette prochaine question, j'allais vous faire sortir. Vous commencez à me faire peur. Oui. Non, je voulais dire que, bien sûr, avec la dépression, va de soi l'hygiène de vie. C'est vrai qu'il faut revoir toute une hygiène de vie, le sommeil, aller au lit de façon régulière, à la même heure, faire attention à son alimentation. Tout ça est c'est très réapprendre important. à s'occuper de soi aussi. Voilà. Et puis aussi la qualité des relations, parce qu'on est des êtres de lien aussi. Il faut penser aussi, si on est entouré de personnes qu'on perçoit comme toxiques et avec qui on est en conflit permanent, ça va engendrer et soutenir aussi la dépression. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer de conjoint à tout le monde, mais il faut aussi regarder... Vous arrangez avec après. Voilà. On ne choisit pas sa famille non plus, mais en tout cas, il faut prendre soin des relations avec nos proches et puis générer des nouvelles relations aussi inspirantes. Et ça peut passer justement dans des groupes de méditation, d'activité physique. Oui. Et là aussi, petit rappel, alors une idée reçue très fréquente et très diffusée en France, c'est on se soigne avec un petit verre de vin ou avec de l'alcool. C'est vraiment la chose à éviter. Et le tabac. Et le Attention tabac, au tabac aussi, c'est un facteur de risque de dépression. L'alcool, c'est vraiment un produit qu'on dit dépressogène, c'est-à-dire qu'en fait, l'alcool, si on en consomme tous les jours trop, va vraiment donner exactement les symptômes de la dépression, voire et donc peut également aggraver une dépression. Donc ça, c'est vraiment la première chose dans l'alimentation. Attention à l'alcool parce que ça fait souvent des ravages. Xavier donc demandait si l'avenir n'était-il pas de traiter le mal au niveau du microbiote. C'est vrai que ce microbiote intestinal joue un rôle sur le fonctionnement de notre cerveau. Et chez les patients dépressifs, le microbiote est déséquilibré. Une équipe de chercheurs français teste en ce moment un traitement pour corriger ces déséquilibres et peut-être ainsi guérir la dépression. Explication sur cette étude étonnante avec Céline Martel, Timothée Derex, Olivier Berry. Il y a 2 ans, Alain plonge dans une dépression sévère. Malgré de fortes doses d'antidépresseurs pendant plusieurs mois, rien ne change. Avec les antidépresseurs, je n'ai pas senti aucune amélioration au niveau du sommeil, d'énergie, du mental. Je commençais à entrer dans une sorte d'habitude, je dois vivre avec. Mais depuis 2 mois, Alain a un nouveau rituel. Chaque matin, environ 10h, 11h, j'ai une alarme et je prends le traitement. Ce traitement est en phase d'expérimentation. Alain ne sait pas s'il prend ou non un placebo. L'idée novatrice de cette étude, soigner la dépression en rééquilibrant le microbiote intestinal. Tout part de l'approche de ce chercheur qui explore les liens entre le cerveau et l'intestin. Il a découvert que les personnes dépressives souffrent très souvent d'un déséquilibre de leur microbiote intestinal. Une source d'inflammation. Dans le contexte des troubles mentaux, en fait, on a cette relation entre l'inflammation intestinale, un dérèglement qui induit de l'inflammation, et une micro-inflammation au niveau du cerveau. Et donc, ce qu'on a posé comme hypothèse, c'est qu'en gérant les problèmes au niveau intestinal, on allait pouvoir agir sur le bon fonctionnement au niveau cérébral. Pour corriger cette inflammation, le professeur Joël Doré a élaboré un traitement censé restaurer un microbiote de bonne qualité. Cette formule a prouvé son efficacité sur des souris. Chez les humains, pour montrer une correction du microbiote, pas d'autre choix que d'analyser les selles des patients avant et après la prise du traitement. En parallèle, tous les patients participent à des entretiens pour évaluer leurs symptômes dépressifs. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Alain voit sa psychiatre toutes les 2 semaines pour faire le point. Donc du coup, au niveau de la tristesse, de l'humeur, est-ce que vous dites que c'est toujours présent? J'ai l'impression que la tristesse, elle est moins présente, moins de la moitié du temps. La dernière fois où on s'est vu, vous m'avez dit que la dépression, elle était là quasiment tout le temps, tous les jours. Tout le temps. Là, vous avez constaté quand même un petit mieux au niveau de l'aide. Okay, très bien. Un espoir pour Alain, comme pour les 30% de patients en dépression qui ne répondent pas au traitement classique par antidépresseurs.
Les résultats de cette étude sont attendus au printemps 2024. Voilà, ça c'est un axe de recherche. Autre axe de recherche, donc, ce sont ces psychédéliques dont on a parlé à la fin du documentaire. On nous demande si c'est l'avenir des traitements médicamenteux pour vaincre la dépression. Alors, le microbiote, c'est vraiment une piste extrêmement importante parce qu'il y a des études chez l'animal qui montrent qu'en modifiant les bactéries de l'intestin, en fait, on augmente des neurotransmetteurs dans le cerveau, dans le système endocannabinoïde. Donc, il y a des vrais supports physiopathologiques. Et chez l'être humain, on a des preuves d'efficacité des probiotiques dans le traitement de la dépression et dans l'anxiété aussi. Donc, on cherche des points d'appel cliniques parce que nous, au Centre EPSA, on ne fait pas de dosage de microbiote. On n'a pas de moyens dans la pratique courante de savoir qui a un microbiote perturbé, qui n'en a pas. Par contre, on a des signes indirects avec des inconforts digestifs, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, beaucoup. Et on a pu démontrer que les personnes qui avaient ce syndrome-là avaient plus d'anxiété et de dépression que les autres. Pour les psychédéliques, on peut rappeler ce qu'est un probiotique? Alors, un probiotique, c'est une bactérie vivante encapsulée, en fait, qu'on prend sous forme de comprimé, qui va passer directement dans l'intestin sans être attaqué par l'acidité de l'estomac. D'accord. Donc là, effectivement, axe de recherche passionnant, très prometteur. Et les psychédéliques, et les psychédéliques, on attend la psilocybine avec impatience, parce que... Donc pour l'instant, on le précise, là, les études étaient en Suisse. Exactement. C'est fait sur des Suisses, c'est pas la peine de téléphoner à l'hôpital pour pouvoir le tester. Ne nous appelez pas demain, on n'a pas de psilocybine, voilà. on ne peut pas vous l'administrer. La kétamine, pour dire, on avait démontré son efficacité dans une méta-analyse en 2014, il a fallu attendre 2019 pour l'avoir dans la pratique clinique. Donc c'est pas pour demain encore la psilocybine. Par contre, les études qui ont été publiées sont extrêmement prometteuses. Donc c'est un autre mécanisme d'action. Donc dès qu'on a un nouveau mécanisme d'action, potentiellement, ça peut aider des nouvelles personnes. Jean-Marie nous demande si l'hypnose aura une place dans la prise en charge de la dépression. Alors, dans l'hypnose, en fait, c'est plutôt une technique de relaxation qu'une technique de thérapie de la dépression. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui l'ait montré. On nous demande s'il est possible d'envisager une grossesse sous antidépresseur. J'ai peur de poursuivre mon traitement à cause de ça. Surtout pas. Il ne faut pas du tout... Alors, il faut regarder le site du CRAT, C-R-A-T. Et surtout, il ne faut pas du tout... Le CRAT, c'est un site internet où on peut trouver tout ce qui est tératogène. D'accord. C'est très rassurant pour les femmes enceintes. Voilà. D'accord. Et franchement, c'est très rassurant pour les femmes enceintes de voir qu'il faut surtout poursuivre le traitement pendant la grossesse, et surtout éviter une dépression postnatale, comme on l'a montré, parce qu'une interaction avec son bébé qui peut être un petit peu altérée, et il vaut mieux pas. Est-ce que les antidépresseurs sont indiqués pour lutter contre la dépression saisonnière, donc celle qui survient régulièrement, notamment quand la lumière baisse? Oui, et inversement, la luminothérapie, on n'en a pas parlé. Alors, c'est vrai qu'on est plus concerné à Paris qu'à Marseille. Oh, mais il va recommencer avec Marseille. avec le dérèglement climatique, peut-être, malheureusement, il y aura peut-être des bénéfices secondaires. Mais désolé, je plaisante, mais c'est un sujet très grave. Et donc, la luminothérapie, elle a montré son efficacité aussi dans les dépressions non saisonnières. Donc, en fait, ça peut être aussi un traitement très intéressant. En fait, c'est des dispositifs médicaux avec plus de 10 000 lux. Maintenant, il y a des lunettes de luminothérapie qui envoient directement dans les yeux, qui stimulent la glande pinéale. Et donc ça peut être aussi des choses très intéressantes pour des dépressions résistantes. Ou des lampes très jolies à mettre sur son bureau. Ça existe aussi. Parfait pour la consultation. On a d'autres questions sur les psychédéliques. Est-ce qu'ils ne sont pas dangereux? Est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Même si on commence à les tester, c'est pas... Alors, généralement, la délivrance, elle est encadrée. Et justement, comme il y a un risque de mésusage, parce qu'on parle plus de mésusage que de dépendance, en fait, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a une confusion sur le terme de dépendance. Quand on parle de dépendance, en fait, les gens, dans certains médias, confondent en fait les symptômes de sevrage, qu'on peut avoir avec quasiment l'arrêt de tous les médicaments quand on les arrête n'importe comment, avec le fait d'être dépendant à ce médicament. En fait, la dépendance, c'est d'avoir besoin d'augmenter les doses, d'avoir un effet plaisant quand on les prend et de penser qu'on va plus pouvoir s'en sortir sans ça, mais de façon déraisonnée en fait. Comme on le disait, quand on a un diabète, on a besoin d'insuline et on se pose pas la question est-ce que je suis dépendant à mon diabète. Donc par rapport à ça, il faut être assez vigilant sur l'emploi du mot dépendance parce qu'en fait, il y a des dépendances avec les anxiolytiques, mais pas avec les antidépresseurs. C'est pas parce qu'on fait des symptômes de sevrage aux antidépresseurs parce qu'on a du mal à les arrêter qu'on est dépendant aux antidépresseurs. Donc juste qu'on soit très clair là-dessus. Et pour les psychédéliques, en fait, c'est plus l'histoire du mésusage, ce qu'on appelle l'usage récréatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va détourner le médicament de son usage. C'est arrivé avec un antidépresseur qui est le Stablon, qui est sur la liste des stupéfiants maintenant. Donc en fait, il y a... Si la dose est contrôlée, l'administration aussi, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de dépendance a priori avec ces traitements-là. Aurélie s'inquiète, elle demande si les antidépresseurs ont un impact sur la mémoire. Alors, les études montrent que c'est plutôt l'inverse. Il faut savoir que beaucoup de troubles de mémoire sont liés à la dépression et que ça, c'est pas forcément un symptôme que les personnes vont associer à la dépression.
dire bah voilà, je suis triste, je suis déprimé, mais en fait non. Par exemple, avoir du mal à se concentrer, du mal à lire, du mal à retenir des informations. Donc ça, c'est plutôt des symptômes qui peuvent être ceux de la dépression. Sur le long terme, il n'y a pas eu d'études qui ont montré que les antidépresseurs endommageraient les capacités cognitives et donc la mémoire, ce qui en revanche n'est pas le cas de certains médicaments, notamment les benzodiazépines, dont on a parlé au début du documentaire. Voilà, à ne pas confondre avec les antidépresseurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement, cette peur. Régulièrement. Les gens parlent beaucoup de perte de mémoire, de concentration, de la lecture. Beaucoup de gens se trouvent, moi ça a été pareil d'ailleurs, en fait on arrive à un moment où on ne peut plus lire. En fait, avec une dépression sévère, on ne peut plus lire non plus. Oui. C'est souvent la dépression qui est à l'origine de ça. Voilà, le fait de ne plus avoir envie de rien et puis de ne pas pouvoir se concentrer à lire. Quoi. D'où l'intérêt d'avoir vraiment, encore une fois, de la prévention et de l'information sur cette maladie, parce que finalement, ce que vous décrivez très bien, c'est qu'on se dit, voilà, je ne peux même plus lire 3 lignes, alors qu'avant, j'arrivais à lire des romans entiers. Il y a des patients parfois qui butent même sur une BD ou sur un livre pour enfants, et donc se disent, mais voilà, je suis nul, ça ne va jamais s'améliorer, je vais passer une mauvaise journée. Donc en final, tous ces symptômes de dépression vont être associés à beaucoup de culpabilité et parfois des difficultés pour trouver une solution et un traitement. C'est un cercle vicieux, en fait. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Je voudrais donner quelques numéros utiles. Le site de France Dépression, francedépression.fr, qui a des antennes un peu partout en France, et une ligne d'écoute patient, le 07 84 96 88 28. Autre numéro très utile, c'est le 31 14, numéro national de prévention du suicide à contacter si vous êtes en détresse et que vous avez des pensées suicidaires ou si vous voulez aider une personne en grande souffrance. Un numéro disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous serez mis en relation avec des professionnels du soin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès demain à 13h40 pour le magazine de la santé. La prochaine enquête de santé sera consacrée aux poissons, à ses bienfaits, à ses risques également. Mais d'ici là, écoutez, passez une très bonne fin de soirée et à demain. Au revoir.